que on est dans une société avec Internet, de la rapidité, et ce que la marine nous a appris, c'est finalement les grands voyages, à se réacclimater au temps, parce que le temps du navire à voile, on ne peut pas l'accélérer. Hein. Et réapprendre aussi, par exemple, il y a des gens qui voyagent sur des super-tankers. Super-tanker, c'est un gros machin avec un moteur de tondeuse, c'est une lenteur. Et se réapproprier le temps. Et le navire spatial, c'est aussi se réapproprier le temps, s'il ne va pas plus vite que la lumière. C'est aussi une considération différente, et on parle de vaisseau spatial, ça va super vite, mais c'est aussi intéressant parce que ça va lentement. C'est aussi notre manière du rapport au monde. Et un rapport au monde en plus sans horizon. Quand même aussi, par rapport à la mer, il y a un horizon. L'espace, il n'y en a pas. Mais on peut dire, par exemple, quand on est sous l'eau, par contre, on n'a pas le problème d'horizon aussi. Donc il y a ce genre de choses aussi à exploiter différentes. Voilà, tout ça m'inspire tellement de trucs que, attention, ça va être le doxo. Pour moi, il y a un rapport qui est extrêmement flagrant entre on va dire, les univers maritimes et l'espace. C'est le magnifique terrain de jeu, donc de découverte qu'il offre. Et je dirais que vis-à-vis de l'espace, nous en sommes à peu près au même niveau que... Alors on va prendre peut-être l'Homo erectus vis-à-vis de la mer. Mais vraiment pas plus. C'est-à-dire qu'on s'est envoyé deux, trois cochonneries dans l'espace juste à côté de chez nous. Mais au-delà de ça, enfin, si l'île n'est pas visible, on ne va pas construire une embarcation ou se mettre ou se coucher sur un tronc d'arbre pour aller traverser. Donc il y a à la fois quelque chose d'effrayant, et puis il y a aussi toute l'envie de découvrir ce qui est derrière. Là où ça devient amusant, c'est que autant la mer, dans cette conception, c'est un horizon, tel que tu le disais, autant l'espace, pour moi, c'est ce qu'il y a sous l'eau. C'est un univers extrêmement hostile. On ne peut pas vivre au-delà... d'abord, on ne peut pas vivre sans oxygène ou sans mélange pour respirer dessous. Donc ça veut dire qu'on est confiné dans un scaphandre dans le meilleur des cas, ou on est confiné dans un bathyscaphe. En tout cas, on est confiné. Comme on le sera, ou comme on l'est, chaque fois qu'on envoie un homme dans l'espace. Quelle que soit la distance, de toute façon, il n'aura jamais droit de toucher avec un doigt, ou avec le nez, ou avec quelque sens que ce soit, qu'est l'espace, qu'est le vide réellement. C'est assez. Dans l'espace, on ne vous entend pas crier. Enfin, je veux dire, à part George Lucas qui crie beaucoup dans tous ses films. Et voilà, c'est aussi une chose qui est à la fois très proche et très différente. Donc l'espace recouvre les deux dimensions de la mer, cet objet, cet ailleurs inconnu qui peut faire peur, mais il y a un horizon qui nous permet de dire on va y aller ou pas, ou qui nous permet à un moment, parce qu'on a les moyens technologiques, d'aller même là où on ne voit pas. Et puis il y a ce confinement terrible. On est obligé de le faire dans une boîte, dans un milieu qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse la moindre erreur pour nous foutre en l'air. Alors justement, puisqu'on parle de confinement et qu'on parle de boîtes que sont les vaisseaux spatiaux, que sont les sous-marins, ou qui étaient, sont peut-être un petit peu moins maintenant les bateaux, mais donc je crois que vous avez vécu une expérience, vous avez été faire une expédition à bord d'un bateau, donc on peut encore aujourd'hui choisir de se confiner à plusieurs sur un navire et à partir sur l'océan, même si c'est pas l'océan de l'espace. Mais... Je confirme, on était tous volontaires. Donc à 16 sur un bateau qui faisait 36 mètres de long et 10 mètres de large, bon, un peu plus large que la moyenne. Et c'était une goélette qui était affrétée avec tout le matériel scientifique. Et donc on est tous partis. Donc il y avait la moitié de l'équipage qui était des marins professionnels et l'autre qui était des scientifiques. Donc déjà c'est deux mondes qui sont complètement différents. C'était aussi particulier parce que les marins étaient aussi multidisciplinaires, un peu comme les scientifiques, donc les frontières étaient plus floues que ça. Mais effectivement, 16 sur un bateau pendant... Moi j'ai fait que 5 semaines, mais la goélette est partie 2 ans et demi. C'est pas toujours évident à gérer. Il faut... Le capitaine a de lourdes responsabilités et je sais qu'il surveillait vraiment très près l'état psychologique de ces matelots parce qu'il faut que tout le monde aille bien, sinon c'est tout l'équipage qui est en danger. Donc il y a un esprit de groupe qui est vraiment formidable et qu'on retrouve moins souvent à terre.
Et c'est effectivement, c'est particulier aussi parce que les gens qui sont envoyés, je pense, on peut faire un parallèle avec les navettes spatiales, c'est des gens qui sont choisis, qui sont souvent multidisciplinaires. Je sais pas, les cosmonautes, ils sont spécialistes dans plusieurs domaines. Et même s'ils sont physiciens, ils apprennent à faire de la mécanique, ils font des manips pour les biologistes, donc ils sont vraiment multidisciplinaires. Et sur cette goélette-là, effectivement, et je pense que les marins aussi, quand on est des petits équipages, on est obligé d'être voilà, multitâches. Et ça, c'est très riche et très formateur. Enfin, c'est vraiment très enrichissant comme expérience. Alors, pas toujours évident, mais parce que chacun a besoin d'un moment pour se retrouver, mais donc on avait les escales, heureusement. Alors on le voit, donc l'homme a beaucoup voyagé sur les mers, donc sans aller remonter jusqu'à l'Odyssée, où là on peut mettre en doute certains réalismes des scènes qui sont décrites, mais il y a eu ensuite quand même beaucoup de récits de voyages maritimes au long cours, de tours du monde, d'accès sur des îles lointaines. Alors là, je vais me tourner vers les auteurs. Alors, je suis toute une palette d'auteurs. Est-ce que cela vous a servi? Est-ce que vous avez lu des livres de récits de voyages maritimes ou de choses comme ça pour imaginer les Odyssées ou vos personnages dans l'espace? Oui, bien sûr, et puis plein, et puis je pense qu'il y a Jules Verne et puis plein d'autres gens, des choses qu'on a pu lire, des reportages aussi à la télé, sur internet ou n'importe quoi, mais c'est vrai que de toute façon, je pense qu'on se sert tous de ça parce qu'on a aussi des pirates dans l'espace, dans nos histoires, etc. Donc on se resserre toujours du maritime pour faire de l'espace parce que ça nous semble évident. Finalement, le truc, c'est qu'on peut pas inventer grand-chose, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser ce qui existe déjà. Moi, c'est un exemple que je prends souvent, c'est-à-dire que en fait, tout ce qu'on a construit en tant qu'être humain, ça ressemble à l'être humain, c'est-à-dire nous, on a besoin de manger pour continuer à vivre, et on a inventé des voitures qui ont besoin d'avoir de l'essence dedans. Et on n'a jamais pensé à inventer un truc, ou alors on n'y est pas arrivé, mais c'est peut-être parce qu'on n'y a pas pensé, qui soit pas comme nous, c'est-à-dire qui marche en permanence, on n'a rien inventé qui meurt pas. En fait, donc du coup, on est toujours obligé de se regarder pour recréer des choses autres. Alors il y a des inventions à l'intérieur de ça, mais même quand on crée des races extraterrestres, c'est extrêmement rare qu'on imagine un extraterrestre entièrement extraterrestre, parce qu'on ne le comprendrait pas, donc notre lecteur lui-même ne le comprendrait pas. Et finalement, j'ai l'impression que dans ce qui se passe sous la mer, c'est presque plus des races extraterrestres que ce que nous, on peut inventer. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses... Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait avoir, je crois, respirer une sorte d'oxygène pour vivre. On s'est rendu compte qu'il y avait des créatures sous la mer qui ne respiraient pas du tout d'oxygène, qui vivaient près des sorties des volcans et qui vivaient autrement. Et ça, on ne l'avait jamais vraiment imaginé. Donc, en fait, on est vraiment captif de l'être humain. Donc ce qu'on réinvente, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc il va falloir vraiment qu'on rencontre d'autres trucs pour pouvoir travailler dessus, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Tu soulignais, à juste titre, l'irréalisme des scènes décrites dans l'Iliade. On est d'accord, c'est des créatures mythologiques qui n'existent pas. Et c'est ça l'intérêt. C'est exactement ça l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est rencontrer quelque chose d'extraordinaire dans le voyage. Et c'est ça que peut nous réserver l'espace. Mythologique, hein, parce qu'on est d'accord, il n'y a aucune vérité scientifique là-dedans, on ne le sait pas. C'est de rencontrer l'extraordinaire, c'est rencontrer l'autre, c'est en même temps, alors avec cette dangerosité excessive de l'espace, c'est exalter les sentiments humains. Donc c'est juste à la fois exalter l'humain par la découverte de l'autre, c'est-à-dire comment je vais réagir face à l'autre tellement extraordinaire que je ne peux pas le comprendre. Et en même temps, cette espèce de solidarité ou ce microcosme dans le vaisseau, comment il a suivi, qu'est-ce qui va sortir de ça? Moi, j'ai travaillé dans des salons où les gens sont 120 ans dans un vaisseau, donc ça devient le vaisseau génération avec tout ce qui se passe autour, et ce confinement permanent qui est terrible, qui devient l'horizon finalement des personnages et qui crée une autre forme de vie. Donc c'est mettre aussi des êtres, c'est toujours de l'humain. C'est l'humain, on ne parle, quand on est dans l'espace, c'est pour mieux parler d'humain finalement. On s'en fout que les créatures existent ou pas, au contraire, c'est ce qui fait le charme. Et je suis super content que Charybde et Scylla n'existent pas en Méditerranée, parce que ce qui m'intéressait dans l'Odyssée, c'était cette dimension extraordinaire, mythologique, que j'essaie de retranscrire dans l'espace. Et donc je reprends, alors ce que tu disais, on n'invente strictement rien, parce que effectivement les besoins humains sont exactement les mêmes que du temps d'Homère.
Simplement, ils sont peut-être encore plus exaltés parce que l'espace est encore plus grand, il y a encore moins d'horizons, comme le disait Olivier, et que donc on peut peut-être assister à une métamorphose ou une évolution, ou en tout cas une initiation de l'être humain dans ce milieu extrêmement utile.